Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast Cocoon Doré. Qui sont les professionnels autour des parents? Quelles sont leurs spécialités? Quelles sont leurs compétences? Qui puis-je consulter pour ma problématique, ma douleur, mes symptômes? Vous souhaitez avoir les réponses? Alors profitez de votre écoute. Je suis Michèle Mattei, fondatrice de la structure Cocoon Doré, dont l'activité principale est d'accompagner, d'aider les parents et futurs parents, notamment au niveau des tâches liées à la vie quotidienne. Aide au repas, aide aux courses, accompagnement véhiculé par exemple. Je vous invite à découvrir toutes les prestations sur les sites internet www.cocoondoré.fr ou www.servicedoré.fr. Vous avez accès au questionnaire sur le site www.cocoondoré.fr pour transmettre vos questions destinées aux professionnels. Vous pouvez également suivre les actualités de la structure Cocoon Doré sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, LinkedIn. Merci à vous et bonne écoute. Bienvenue à tous pour la suite de cet épisode captivant sur le métier de l'ostéopathie, accompagné de Paul Porras. Vous allez découvrir des sujets tout aussi enrichissants que la première partie, comme la question de la douleur lors de l'accouchement, l'ostéopathie aquatique, l'accompagnement avant, pendant, après l'accouchement et bien d'autres, sans oublier les astuces et conseils que Paul n'hésite pas à nous partager. Alors, laissez-vous porter et bonne écoute. C'est pas une question, c'est un témoignage, mais si tu veux en parler aussi, d'une maman au niveau de la récupération après la césarienne. Apparemment, ça a été les séances d'ostéopathie ont fait que la cicatrisation s'est mieux passée. Effectivement, c'est vrai que du coup, ce que je disais, c'est que on met en place une préparation, tu vois, en préconception déjà, on y pense, on se prépare à tout ça à être enceinte. Pendant la grossesse, on fait tout ce travail-là, tout ce suivi-là, etc. Il y a le suivi émotionnel aussi, c'est-à-dire que la, la, la maman qui vient avec une histoire où sa mère lui a raconté toute sa vie que sa naissance était catastrophique, où il y avait du sang partout, Ouais. etc. Cette maman que je reçois moi aujourd'hui, elle est entre guillemets traumatisée et forcément je la comprends d'avoir peur de la naissance et de l'accouchement. Ouais. Donc ici, on fait un travail aussi, ce qu'on appelle somato-émotionnel, qui est assez intéressant, où on travaille avec cette maman, on travaille sur les tissus pour débloquer tout ça un petit peu, tu vois. Donc tout ce travail émotionnel aussi, et du coup pour vraiment améliorer et faire en sorte que l'accouchement se passe le mieux possible, du coup améliorer la vie future de la maman et du bébé. Parfois, donc là où on en vient, c'est que parfois il arrive que il y a des complications, etc. Et donc parfois il arrive que il y ait des césariennes. Et effectivement, en postpartum, après, ça fait partie d'un des travaux de l'ostéopathe, c'est de travailler sur la cicatrice de la césarienne, donc avec des différentes techniques, au début très très douces et plutôt à distance, et qui vont permettre d'avoir une récupération et une élasticité de la cicatrice meilleure que si on la touche pas et que si on fait rien. On peut retrouver d'ailleurs des fois des femmes, 10 ans après leur accouchement, ils disent: «Ah non, moi je touche pas, cet endroit-là de la cicatrice, Oui, il faut pas me toucher, oui, c'est oui. un truc, c'est horrible» et cetera. Bah, ça typiquement, c'est quelqu'un qu'on n'a pas assez travaillé, on n'a pas assez conseillé en postpartum sur, le travail de la cicatrice. Donc on peut pareil travailler en équipe, donc il y a le côté ostéo qui va directement travailler dessus, il y a le côté aussi kiné et certaines sages-femmes qui ont l'appareil Indiba qui marche pas mal aussi, on a des bons résultats avec Je ça. connais pas. Et L'appareil ne dit pas. ouais, c'est un appareil. Bon, là, il faut demander à celles qui sont. Moi, je l'ai pas, mais Ouais. c'est une sorte de plaque où on se met au-dessus. On utilise aussi une sorte d'objet qu'on passe près de la cicatrice, D'accord. etc., qui sont avec différentes plutôt plats, plutôt il y a différentes formes et qui vont permettre de travailler sur la cicatrice et que c'est intéressant. Ça, il faudra demander aux Ouais. spécialistes. Là, je suis pas spécialiste, mais je En vois. fait, faut jamais hésiter à chaque étape de sa grossesse à aller se renseigner, à aller vraiment, Exactement, voilà, c'est faut jamais super ce que tu hésiter, quoi. dis. Il faut jamais hésiter à être Mm, curieux. mm, Il faut jamais hésiter à poser des questions. Quand on pose des questions, on a des c'est ça. réponses en fait. Et il faut pas rester dans son coin, à se dire Mm, bah j'ai mal, j'ai mal, j'ai c'est mal. ça. Bah non. Et En où fait, j'ai peur, parce que là, je pensais à bah ce que oui, tu disais de la bah maman ouais, j'ai dans peur, sa bah oui. mère. Moi, la première grossesse, je demandais à personne, je voulais pas savoir si ça faisait mal ou pas à accoucher. Et j'étais l'une des premières à accoucher dans ma génération, enfin, les amis. J'avais 24 ans Oui, enceinte, t'étais la j'accouchais à première, donc les 25 ans. copines, Et ouais, la seule d'accord. qui avait accouché, c'est ma grande sœur. Eh oui. Et au bout d'un moment, j'ai dit, bon, je vais lui demander.
est-ce que ça fait mal ou pas? Et elle me dit, bah oui, ça fait trop mal. Alors c'est resté Eh ouais, tout ancré. jusqu'à la fin. Eh oui, Jusqu'à la fin. eh oui, Je suis arrivée en ayant trop peur, eh quoi. oui. Mais, Et ça, c'est dommage, mm, et parce que il y a des situations à expliquer. Donc, comme j'ai été formé par les sages-femmes et puis par la fille de Jean-Marie, donc par Claire Michelin, cette sage-femme, elle m'a énormément appris sur la physiologie de la grossesse et de mm, l'accouchement. C'est-à-dire, la physiologie, c'est qu'est-ce qui se passe naturellement lors de l'accouchement. Quelles sont les sécrétions hormonales? Quelles sont les différentes phases? Quelles sont les étapes? Qu'est-ce qui va se passer? Comment le bassin bouge? Comment le bassin s'ouvre? Comment la tête du bébé se présente? Comment, etc. Et en fait, en connaissant tout ça, eh ben, on peut répondre à certaines questions, à certaines craintes. Qu'est-ce qui va faire mal? Comment éviter d'avoir mal? Parce que si on comprend qu'est-ce qui va faire mal, on peut mettre de côté et éviter d'avoir mal, justement. Et du coup, on peut déprogrammer tout ça et démystifier tout ça juste par cette phrase, malheureusement, que ta sœur t'a dit, mais sans oui, explication. On peut en discuter. Quelle va être comment on peut mm, gérer la douleur, la gestion de la douleur. Et bon, pour avoir, moi, suivi beaucoup de femmes qui ont accouché à la maison, donc sans péridurale ni rien du tout, etc. Et puis bah, moi aussi, mes deux bébés, mes deux mm, enfants, ils sont venus dans mes mains à la maison. Les mamans, elles témoignent, les mamans qui sont prêtes, qui sont préparées, parce que on fait pas ça comme ça par un coup de tête, on se prépare. Elles témoignent et c'est marrant parce que souvent la phrase qui revient, alors est-ce que tu as eu mal, etc. Les copines quand elles viennent poser des questions, la phrase qui revient, c'est, eh ben c'était puissant mais gérable. c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Et c'est génial parce que c'est pas du tout ah c'était l'enfer, j'ai eu mal comme ta sœur a pu mhm. le décrire. C'est quand même intéressant d'entendre ça et de rassurer par rapport à ça. Bah, elle, en fait, elle a pas eu, enfin oui, après, elle a eu une césarienne, une histoire un peu Ah compliquée, oui, mais c'est surtout que le suivi avant, pendant n'a pas été le cas et qu'elle aussi est partie avec la peur, en fait, donc ouais, elle me l'a transmis. ouais, ouais, très clairement. Et ça c'est vrai que c'est important j'ai remarqué à l'expérience de déprogrammer ça et d'en Mm, discuter et de comprendre quelles sont les peurs. Par exemple tout à l'heure là juste avant d'arriver, tu as vu, il y avait un couple oui, de patients avec une maman qui était enceinte. Et ben elle, sa peur ultime, c'était que son mari arrive en retard parce qu'au travail, il n'avait pas le droit d'avoir son téléphone. d'accord. Et donc ça, c'était un point qu'il fallait surtout pas laisser passer. Je pouvais pas laisser passer cette info. Donc je me suis retourné vers le mari, tu vois, on a fait un point. Dire là, on a une info hyper importante Mm, parce qu'il faut absolument débloquer cette peur-là oui, et dire il faut qu'on trouve une parce que solution ça peut être un aujourd'hui. blocage pour elle le jour Voilà, un J. blocage pour elle le jour J et de Mm, pas pouvoir se lâcher. Et on sait que le lâcher prise est hyper important le jour de l'accouchement. Et donc c'est tout simple. Et donc du coup, il dit ah bon et tout ça, ah ouais d'accord, mais non, bah t'inquiète, on va gérer ça, on va faire ça, ça, ça. Ah bah voilà, bah je suis content de te l'entendre et tout ça. Et en fait, t'as vu, et on est presque d'accord, sur la fin et on est à un mois de l'accouchement. Ils n'avaient pas réellement discuté de ça. d'accord. Et finalement, c'était hyper important ça de Mm, débloquer ça en fait pour le jour J. c'est vraiment super intéressant. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'ostéopathie aquatique? C'est quelque chose qui est hyper intéressant. La difficulté de l'ostéopathie aquatique, c'est de trouver un lieu, parce que tout le monde n'a pas de piscine. Tout le monde n'a pas de piscine chauffée, parce qu'il faut D'accord. absolument qu'elle soit chauffée, sinon très vite, la patiente, elle va grelotter, Mm, elle va avoir froid, parce qu'elle passe dans une phase de relaxation assez profonde, dans un état de détente, etc., et qui très vite, certaines patientes, plus d'autres que voilà, tout le monde n'est pas égaux par rapport à ça, mais donc grelotter, d'avoir froid, et là c'est pas possible. D'avoir froid, c'est l'hormone de l'adrénaline, enfin mm, c'est pas intéressant. Donc il faut avoir vraiment et vraiment une température très haute, quoi. C'est largement plus de 30 degrés pour être vraiment bien. Donc c'est pas donné à tout le monde. Donc c'est pour ça que c'est assez complexe. Mais sinon, après, une fois qu'on a réuni tous ces paramètres-là, si vous avez une piscine chez vous qui peut être chauffée, ou si c'est en plein été, donc là c'est plus facile, euh, on peut facilement mettre en place ces techniques-là, qui sont des techniques douces, des techniques tissulaires. On va utiliser du coup le fait que bah, on est dans l'eau, donc du coup ça flotte, du coup il y a moins de poids pour la maman. On peut bouger en 3D, en fait, mm. en 3 dimensions dans l'espace. La maman, on lui met un bouche-nez, tu sais, Ouais, un pince-nez, c'est vrai. pour que si elle met la tête dans l'eau, on voit avec elle si c'est OK pour elle de mettre la tête dans l'eau. On peut mettre en place des mouvements comme ça de détente et ça peut être hyper intéressant et relaxant pour la maman. Et les bienfaits, Et du coup, les bienfaits, bah, on peut être amené à avoir des résultats assez intéressants sur notamment les bébés en siège. Tu sais, que par exemple, on mm, n'a pas fait le suivi que je t'ai dit, on arrive à la fin, et tout ça. Donc ça peut être encore aussi des techniques hyper intéressantes pour les bébés en siège.
Et après, c'est des bienfaits globaux hein, sur la souplesse articulaire, l'élasticité. Tu vois, on travaille comme sur la table, avec des techniques différentes, comme je disais, trousses à outils différentes. Là, c'est la trousse à outils, et donc avec des relaxations et des bienfaits aussi dans le somato-émotionnel, dans le lâcher d'émotions, quand c'est un peu compliqué de lâcher certaines mémoires traumatiques, etc. Ça aussi, c'est intéressant. Et ce que je pourrais rajouter par rapport à ça aussi, sur l'accouchement dans l'eau, puisqu'on y est, l'accouchement dans l'eau aussi peut être intéressant, mais quand même, de par mon expérience, j'ai remarqué qu'il fallait pas trop tôt, si je peux donner une astuce, un conseil, s'il y a des mamans qui veulent faire ça, ne pas aller trop tôt dans le travail, c'est-à-dire par exemple dès le début des contractions, aller trop tôt dans le bain D'accord, chaud, tu vois, dans la piscine. d'accord. Il vaut mieux attendre d'avoir avancé dans le travail, que le col soit bien ouvert, bien dilaté, pour je dirais, finir la fin, plutôt vers la fin, aller et vraiment ressentir la relaxation et l'aide de la chaleur d'un bain chaud parce que sinon ça risque de faire l'effet inverse. Il y a des études qui ont montré ça. Et donc, prendre le temps de faire sur terre Oui. le début du travail, etc. Et à la fin, voilà, vers la fin, de toute façon, suivre son instinct aussi, hein, ça c'est important aussi de se rapprocher de ses sensations et de suivre son instinct Mais lors de faire de l'accouchement. l'ostéopathie aquatique ne veut pas forcément dire qu'on va accoucher dans l'eau. On peut Mais non, c'était juste un juste, parallèle parce que je d'accord, pensais à ça. Non, non, oui, tout à fait, tu as raison de le préciser. ok. On peut très bien, je sais pas moi, au 5e mois, 4e mois ou même avant, hein, sans pour autant être enceinte, faire de l'ostéopathie aquatique. Je suis allé à Béziers l'an dernier donner des cours sur ça à des ostéos et parce qu'eux, ils avaient le cadre, tout ça, la possibilité et c'était vraiment hyper intéressant de partager ça avec eux. Et le nouveau-né aussi est concerné? Alors du coup, bah, ouais, on se rapproche ici du postpartum. Donc du coup, bah, on s'occupe de la maman après, du périnée. On va faire ce travail donc le centre de gravité qui reprend sa place petit à petit. On va l'aider, l'accompagner, le travail du bassin et bien sûr la tonicité du périnée et tout ça. En parallèle avec le travail justement des sages-femmes pour le périnée, qui va être hyper hyper intéressant et du coup beaucoup plus efficace que si Mm. on fait le travail sage-femme seul. Et bien sûr, le bébé, en fonction de comment l'accouchement s'est déroulé, il va y avoir plus ou moins de travail sur le bébé. Donc là, on fait un travail au niveau du nourrisson, un travail avec des techniques douces. Donc, bah, les recommandations, c'est si tout s'est bien passé, c'est de venir faire une séance dans le premier mois pour faire un bilan et de voir un petit peu si tout va bien, etc. Et puis s'il y a des signes, alors justement, quels sont les signes qui nous font penser à accompagner, enfin à aller voir un ostéopathe? Bah, très clairement, quand vous prenez votre bébé, vous le posez donc sur le dos pour dormir ou pour lui changer la couche et que vous voyez qu'il glisse, malgré que vous l'avez mis sur le dos tête droite, il glisse toujours sa tête tout doucement comme ça, tu vois, en rotation gauche, D'accord. et toujours il se met en rotation gauche. Donc là, très clairement, il y a des tensions musculaires à gauche qu'il va falloir corriger, ou alors des troubles de la tétée, c'est-à-dire qu'il a du mal à téter, ou il a du mal à téter un sein, il tète très bien le sein droit, mais le sein gauche, il n'y arrive pas. Et justement, c'est aussi par rapport à sa Mm. capacité de rotation de tête et de mobilisation de la tête, à pouvoir mobiliser sa tête. Donc ça, c'est des signes aussi importants, ou bien sûr bah, des pleurs inexpliquées, des crispations, tu sais, quand ils se mettent comme ça, ils se crispent Ouais. fort et tout ça. Après, à ce moment-là, c'est vrai que la maman, elle se rend compte souvent des petits soucis qu'il y a et ça peut beaucoup soulager le bébé, J'ai c'est intéressant. l'impression en postpartum, quand même, l'ostéopathie est quand même très connue. Parce qu'on a tendance à aller voir un ostéopathe quand on Exactement, accouche. Moi, je l'ai fait avec mon deuxième. ouais. Honnêtement, je me rappelle plus. Je pense pas qu'il avait des difficultés plus que ça. Mais je me suis dit, je vais quand même aller voir un ostéopathe Ouais. pour voir si tout va bien. Et justement, c'est là où c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que on n'arrive pas trop tard, mais tu comprends pourquoi le bébé, il va avoir des tensions, il vient de naître. Parce que l'accouchement, Oui, comment il s'est passé, ok, mais parce que aussi, dans le ventre, si le ventre était hyper tendu, etc., il va être toujours dans le ventre de la maman, la tête penchée sur son côté gauche, la tête tournée à gauche, et il va prendre ce confort-là d'être penché à gauche et en rotation gauche, tu vois, par exemple, je donne cet oui, oui. exemple-là. Il va prendre ce confort-là et cette mémoire tissulaire-là. Et en fait, même si l'accouchement il s'est bien passé, il va avoir toujours cette mémoire tissulaire-là qui va faire qu'il va toujours se pencher et tourner la tête à gauche.
Et donc, c'est là où c'est intéressant et c'est important de bien comprendre que on fait de la prévention. Du coup, en traitant la maman, en fait, enceinte, eh ben, finalement, on s'occupe du bébé aussi, à ce qu'il ait le plus de place possible et qu'il y ait moins de tension sur lui, sur le ventre et sur lui. Et du coup, bah, après, qu'il y ait moins de tension et moins de travail sur lui à faire que si t'étais, Bien voilà, sûr, que si t'étais pas venu pendant la grossesse. complètement. Est-ce qu'il y a d'autres troubles au niveau des parents ou du bébé en postpartum qu'on peut retrouver aussi? Alors, du coup, en postpartum, qu'est-ce qu'on a dit? Non, je crois qu'on a tout dit. Bon, après, il y a les reflux du C'est bébé, aussi. il y a les coliques, tout Oui, ça, les pleurs inexpliqués, ça c'est pour le bébé. Non, voilà, c'est tout un, tu vois, tout un suivi. Après, la maman, elle le sent, comment elle se sent mhm, en postpartum. Non, voilà, on a tout dit hein, sur après les classiques mots, s'il y a encore des mots de dos et tout ça d'accord. à checker et à Mais faire. les maux de dos, une question qui donc parce que ça me vient. Ça te concerne, ouais, tu le Oui, pensais, le toi. péridurale, on a souvent des Ok, très douleurs, intéressant, ouais, ouais, effectivement. douleurs lombaires. Effectivement, donc la péridurale, bah oui, c'est une piqûre qu'on vient entre deux lombaires faire. Des fois, on pique plusieurs fois parce qu'on n'arrive pas à trouver le bon passage. Et en fait, très bonne question, c'est juste, nous, on a remarqué qu'il se crée comme un manque de mobilité dans la zone où ça a été piqué péridurale. Les vertèbres, elles ont comme une sorte d'adhérence, tu vois, Mhm. et comme si elles étaient ralenties. Et très souvent, donc il y a l'hématome qui crée un peu cette douleur-là les jours après. Bon, ça c'est une part. Mais parfois, il reste plus longtemps des douleurs de cette zone-là. Et donc, à nous, justement, on a des techniques spécifiques, des techniques d'adhérence sur cette zone-là à corriger pour redonner la plénitude, la pleine mobilité des lombaires de cette zone-là qui a été où il y a eu justement la péridurale, ouais. Et une maman qui est pas venue dès le départ après l'accouchement, elle peut venir après? Voilà, ouais, ça c'est aussi c'est intéressant. Effectivement, il y a pas de moment précis. Même pour justement la césarienne que je te racontais l'histoire là, qu'on pouvait pas lui toucher la césarienne, Oui. etc. On a fait tout un travail sur la cicatrice, même 10 ans après. Et aujourd'hui, elle peut passer sa main, son chéri, il peut venir passer la main sur la cicatrice sans qu'elle bondisse et qu'elle lui dise enlève ta D'accord. main, etc. Ouais, il faut pas hésiter à tenter, à essayer. Tu parlais tout à l'heure de travail en collaboration. Bah, moi, je t'ai connue, par rapport à Florence Zitouni qui est doula. Je suppose que tu as travaillé avec elle? Oui, oui, tout à fait. Alors Floriane, ouais, bah, Floriane, je la connais depuis ses débuts. Et bah, elle est super. Et c'est une grande professionnelle. Je me souviens, là, il n'y a pas si longtemps que ça, l'anecdote où j'avais une patiente qui devait accoucher à la maison, qui avait prévu d'accoucher à la maison, et avec son mari qui était médecin. Et donc, Florian était la doula, il y avait une sage-femme aussi qui était là. Et donc, du coup, le col ne s'ouvrait pas, en fait. Et ça aussi, c'est intéressant. Et faut le partager parce on ne penserait jamais. Même elle, que je lui avais dit à la maman, j'avais dit bon, s'il y a un problème dans l'accouchement, t'hésites pas, on se connaît, Mmh. je passe à la maison et je check, je regarde ce que je peux faire et tout ça. Elle a dit ouais, bah oui, pas de problème. Et donc ce jour-là, elle a oublié. Donc tout le samedi, contraction, mais le col bougeait pas. Tout le dimanche complet, contraction, le col bougeait pas. Et en fait, à un moment donné, elle dit mais il faut qu'on appelle Paul en fait, parce que là, il devait partir comme le col bougeait pas. La sage-femme elle dit bon, c'est un peu compliqué, on va faire le plan B tout en respectant le plan B. Elle, c'était son choix, c'était de faire à la maison, mais À un le moment plan B, donné, quand ouais. il faut faire le plan B, on Ouais, va au bien plan B, sûr. il n'y a pas de problème avec l'hôpital. Donc, on va faire le plan B. Elle a dit, ah, mais attends, appelle Paul et tout, on a oublié d'appeler Paul et tout ça. Et c'est rigolo, je suis arrivé, donc c'est le mari qui m'ouvre la porte, donc le mari médecin à l'hôpital, et je vois sa tête, il est décomposé, il me dit, bon voilà, ça avance pas, on est toujours à 4. Et là, sa femme qui vient, bon, je viens de checker, on est toujours à 4 et tout ça, à 4 ou à 2, je me souviens plus. Bon, ça avançait pas, quoi. Et je dis, bon, bah, grosse pression, tu sais. Je dis, bon, bah, je vais faire ce que je peux, hein, ok. Et ça a été génial, je te jure. Je suis arrivé, donc je me suis occupé, je l'ai pris en main et tout ça. Et donc, j'ai fait les techniques à ce moment-là qui sont intéressantes de mettre en place. Techniques au niveau du bassin, au niveau des Oui. lombaires et tout ça, je vais pas trop rentrer dans le détail, mais qui permettent de relâcher le col. Et franchement, en une demi-heure, c'était réglé. Waouh. En une demi-heure, là, le bébé, il est sorti. Là, limite, ils étaient comme ça en n'y croyant pas. Je dis, mais venez, parce que là, il va tomber par terre si vous venez pas le rattraper. Donc, le Waouh. papa, il est arrivé, tout ça, il a ramassé. C'était génial. C'était une super histoire. D'ailleurs, je l'ai témoigné je fais le témoignage sur les réseaux sociaux, parce que c'était génial. Parce que Florian, elle Ouais. avait fait un super travail, la Mmh. sage-femme, l'ostéo qui venait rajouter sa petite J'ai touche, vu le médecin qui était là effectivement. parce que, bon, c'était son mari, mais D'accord. voilà, et là, vraiment, il y avait l'équipe, et Ouais, tout s'est super bien passé, et puis c'était dans la joie, la c'est bien. sérénité, et puis après, c'était génial. L'enfant, après, il était top. Et comme je l'avais suivi, il y avait eu une seule séance à faire, et puis c'était, voilà, un petit check, et Mmh. puis c'était réglé, quoi. C'était, voilà, effectivement, ouais. C'est ça, j'ai l'impression que pour que, Oui.
tous les soins soient bénéfiques, ou en tout cas pour que, au niveau de la grossesse, en tout cas, qu'on arrive à nos fins et que ça se passe bien avec le bébé et la maman, c'est vraiment l'équipe Mmh. pluridisciplinaire, quoi. Et c'est clair que ouais, ça c'est hyper intéressant et c'est pour revenir à l'anecdote avec Jean-Marcel Ferré quand on était au congrès. Et Mmh. c'est ça la conclusion qu'on disait aux gens dans le public, c'était que voilà que cette équipe médicale, elle marche bien pour le sportif de haut niveau, mais il Ouais, faudrait que ça soit transposable au grand public. Il faudrait que ça soit tout le temps comme tout ça le au grand temps. public, tu vois. Et il faudrait que on arrive plus à comment on pourrait faire, mais à communiquer encore plus. Mais nous, de toute façon, nous dans les médecines alternatives, tout ça, on est très comme ça, on est très éduqués dans notre cursus scolaire à vraiment travailler en collaboration avec sage-femme et tout ça. Alors toi, tu as un En parcours plus. très intéressant, donc formé, un expert en accompagnement dans la périnatalité. Est-ce que dans la France, c'est facile de trouver des ostéopathes, heu, aussi, formés en Euh, périnatalité, qui interviennent un peu partout aussi? Oui, je dirais oui. Alors, oui, il y en a plusieurs en France, hein, je suis pas le seul. Ça doit pouvoir se trouver facilement. En plus, euh, avec des collègues ostéos, on a créé une association qui s'appelle le Cercle des ostéopathes azurins. Donc ici, je les représente aussi. C'est eux que je représente. C'est notre association que je représente et je représente aussi tous les ostéos pour essayer de partager l'information sur qu'est-ce que c'est l'ostéopathie, etc. Et c'est notre travail dans cette association, c'est de partager l'information, d'échanger, de pouvoir faire en sorte que le grand public, mais aussi le monde hospitalier, le monde médical nous apprennent à mieux nous connaître, sache mieux ce qu'on fait. Et puis aussi, du coup, bah, c'est vrai que j'en suis venu à former les ostéopathes, à créer ma formation que je fais en 2 modules. Donc, il y a le premier module avec la préconception et puis le début de la grossesse, et puis après le deuxième module avec la grossesse jusqu'au postpartum. Donc, petit à petit, les ostéopathes sont de plus en plus formés à ça. Il suffit juste de demander à l'ostéopathe s'il est capable de gérer une femme enceinte, et puis il vous dira simplement oui. Et puis vous pourrez suivre aussi maintenant sur Doctolib, on peut mettre un petit peu les références, les, Oui. les diplômes qu'on a eus aussi. Et donc Mmh. là-dessus, vous pouvez checker, voir comment ils sont formés, s'ils ont été formés en périnatalité. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de Et tu es souci. toi-même formateur, d'ailleurs? Et moi-même, ouais, moi, je suis Mmh. moi-même formateur. J'ai ma formation du coup de fil en aiguille que j'ai mis en place parce que mon ostéopathe, mon maître Jean-Marie Michelin, un jour il est venu me voir et il m'a dit mais quand est-ce que tu prends la relève un peu et tout ça. Et moi j'avais pensé au préalable. Mmh. Il dit ouais, tu t'entends bien avec ma fille et tout ça, pourquoi vous feriez pas un binôme et tout Mmh. ça. Donc en fait on a créé un binôme, elle et moi, et on a fait des formations. C'est comme ça que ça a démarré. Et puis après elle a eu énormément de travail sur justement les contraceptions alternatives et tout ça. Donc je voulais garder le côté binôme, donc du coup j'ai fait appel à une spécialiste en allaitement qui est formée comme tu as pu avoir un rendez-vous avec Céline, donc qui est Oui. pareil, formée IBCLC, parce que c'était du coup, je trouvais ça intéressant de la voir. Donc dans mes formations, elle vient aussi une journée pour parler justement de l'allaitement aussi, dans les formations que je donne aux ostéos. Donc, je trouvais que c'était bien de rester toujours pareil, équipe, voilà, faire Oui, bien participer une sûr. spécialiste Oui, oui. d'allaitement. Je fais même participer durant les dernières formations là, que j'ai données. Je fais même participer quand on a un peu le temps, pendant une demi-heure, 1 heure, une spécialiste aussi des neurosciences et de l'éducation, etc. Tu sais, c'est important aussi quand on a un enfant de comprendre les mécanismes aussi bon là, on s'éloigne un peu du sujet, quoique, mais comprendre les mécanismes qui se passe dans notre cerveau quand on commence à être en colère, paniqué, Oui, énervé et qu'on perd le contrôle. Tu sais, oui, c'est plus notre cerveau frontal qui réagit, c'est notre cerveau profond. Et là, à ce moment-là, il peut y avoir des violences qui sortent. oui. Et comment les gérer, etc. Et comment mieux comprendre ça pour que Et comprendre justement l'enfant aussi, et comprendre pour l'enfant. pouvoir, Exactement. mmh, Pourquoi il fait cette crise-là à cet instant-là? Bah parce que effectivement, toute la journée, il était en stress, par mmh, exemple, à la crèche. Donc du coup, comprendre que là, il a besoin de décharger puisque c'est avec vous, sa maman ou son papa, la personne qu'il a le plus confiance au monde, qui peut se le permettre, et pas à la crèche. mmh. Donc plein de petites infos comme ça. Donc ouais, et c'est super aussi de la faire participer. Je vais, poser 3 questions en une. Ouais, génial. Du coup, l'impact de l'ostéopathie au niveau du deuil périnatal, parce que certaines personnes ont vécu un deuil périnatal, font à nouveau un enfant. Donc, bah, il y a toujours ce côté stress, peur. Des personnes aussi qui vivent certaines pathologies comme l'endométriose, qui est une maladie au niveau de l'utérus. En fait, l'endométriose fait qu'on a pas mal de douleurs fortes
les douleurs aiguës et Ouais, pour la suite. pour la grossesse, C'est etc. ça. Parce on est avant même la grossesse, on a des grosses douleurs pendant les règles, Voilà, etc. Donc, exactement. les filles, elles se posent des questions. Elles disent, voilà, les grosses douleurs que j'ai pendant les règles, Qu'est-ce que ça va être qu'est-ce que ça ensuite? va être Voilà. ensuite, après, est-ce que ça va être pire, Mm. etc. Bah, effectivement, c'est intéressant. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que sur le cas de l'endométriose, l'ostéopathie aussi a un impact tout à fait intéressant. On avait fait avec l'association, donc avec le Cercle des ostéopathes azuriens, vous pouvez retrouver sur le Facebook les infos. On avait fait une grande journée comme ça, où on avait toujours pareil appelé plusieurs professionnels de santé à faire des conférences. Mhm. Et on avait fait une table ronde avec bah, médecin chef de la maternité de Cannes, etc., avec des sages-femmes, avec des infirmières, tout ça. Et c'était hyper intéressant sur le sujet de l'endométriose. Qu'est-ce que chacun pouvait apporter sur Mm. l'endométriose? Et effectivement, il y a des choses à faire. Faut pas rester voilà tout seul dans son coin et tout. Il y a des choses à faire intéressantes. Donc spécifiquement par rapport à l'ostéopathie, l'endométriose, elle crée beaucoup de d'adhérence. Le tissu, je dirais viscéral pour parler simplement, il se retrouve avec des adhérences crispées, un manque de Oui, c'est mobilité et ça. tout ça, une inflammation et tout ça. Donc nous, on va travailler, on va libérer un petit peu toutes ces adhérences avec des techniques douces viscérales. On va libérer toutes ces adhérences pour permettre qu'il y ait moins d'inflammation lorsque bah, vient le moment des règles, parce que c'est à ce moment-là où c'est toujours le plus douloureux. Et du coup, améliorer aussi, potentiellement aussi, en libérant ces adhérences qu'il y a dans l'endométriose, libérant cette inflammation, bah, améliorer aussi un petit peu la fertilité de ces femmes-là qui, des fois, ont des difficultés de fertilité. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est qu'après une grossesse, souvent, elles se retrouvent mieux, avec d'avoir moins de douleurs. Si la grossesse aussi, ça va aider, et donc en postpartum, après, elles retrouvent leurs règles avec moins de douleurs. D'accord. Des fois, on remarque ça, ouais. Donc c'est plutôt positif aussi. Parce que on est d'accord que ce qui joue mentalement, émotionnellement, se transmet au niveau du corps. Ouais. Donc, c'est pour ça que je parlais aussi de deuil périnatal Oui, on a ou, utilisé ça, c'est vrai. ou de même de suivi Ouais. fécondation in vitro. On garde tout dans le corps et on peut être stressé, crispé. Exactement, ouais. On a plein d'histoires où il y a des couples qui arrivent pas à avoir des enfants, et puis quand ils disent bon allez c'est bon on laisse tomber, etc. Genre ils sont moins focus, obsédés, Et tu ça sais, arrive, obsédés et c'est paf, vrai. Et là, ça et arrive là ça arrive. Et on a complètement. tous plein d'histoires comme ça, donc ça montre bien qu'il y a une part psychologique Attends, assez oui. importante et Mm. intéressante. Et effectivement, bah, pour le deuil d'un enfant, bah, c'est pareil, on revient à ce que je disais sur l'ostéo, le côté somato-émotionnel, Mm. où en touchant les tissus, on va permettre de débloquer des émotions. Donc parfois ça peut être assez fort, où il peut y avoir des pleurs, etc. Mais on accompagne ces pleurs et lâcher prise, se lâcher d'émotions, et qui est assez intéressant et pour libérer les émotions et le corps. D'accord. Est-ce que tu as des lectures ou des documentaires à partager aux parents intéressés par cette interview que tu as écouté, que ce soit par rapport à tout ce qu'on s'est dit et puis je pense notamment à la nutrition aussi? Oui, alors concernant la nutrition, c'est vrai que il y a les livres des éditions Thierry Soucard qui sont intéressants. Il y a Vincent Renaud qui a écrit des livres intéressants sur les hormones, un livre intéressant sur les hormones. Il y a bien sûr Julien Vénesson qui a un blog qui est hyper intéressant aussi, que j'aime bien. Le top du top, Jean-Paul Curtet, qui est aussi un des premiers à avoir parlé en France de la nutrition, de la micronutrition, de la nutrithérapie. Lui a fait des études aussi en France et à Harvard et tout ça, donc lui c'est vraiment très très calé, où il a fait deux gros livres assez géniaux sur ça. Mmh. Euh, Après, pour ce qui est de la périnatalité, c'est vrai que les mamans, elles peuvent aussi s'informer en lisant des bouquins, et donc bon, il y en a plusieurs qui sont assez connus. Bon, il y a bien sûr les livres de Michel Audin, du professeur Michel Audin, que j'ai rencontré dans une conférence. Bah, c'est pareil, toujours pareil. C'était une conférence à Paris où on m'avait demandé de parler de l'ostéopathie et de la femme enceinte. Et pareil, le directeur de ce congrès, je lui dis, mais c'est dommage si t'invites pas Michel Audin, quoi. Ça me paraît, il me dit, mais c'est qui Michel Audin? Et je dis, bah si, Michel Audin, tout ça, tous les travaux qu'il a fait, etc. Il me dit, ah ouais, c'est génial, bon, bah, vas-y, appelle-le. Donc, du coup, j'ai contacté Michel Audin et
je l'ai fait venir pour qu'il fasse aussi une conférence. Ouais. C'est là où je l'ai rencontré. Donc, Donc, pour ceux qui connaissent pas Michel Audin, médecin obstétricien et de renom, et qui a fait un gros travail sur l'accouchement le moins médicalisé, ouais. entre autres. Mm. Il a sorti beaucoup de livres, beaucoup de vidéos, accompagner la grossesse, au niveau des hormones aussi, Ouais. connaître les hormones. C'est hyper intéressant parce qu'il a beaucoup travaillé sur l'observation, c'est-à-dire que, par exemple, l'anecdote qu'il me racontait, c'est que un jour, à l'époque, il n'y avait pas de monitoring. Donc, le monitoring, c'est l'appareil pour, on pose Oui, voilà, pour écouter le cœur du bébé pendant l'accouchement. Et lui, il faisait des pieds et des mains, mais je fais un monitoring, vous vous rendez compte, ça va être formidable de pouvoir écouter à chaque seconde le cœur du bébé pendant l'accouchement, etc. Ça va être génial et tout. Donc il fait des pieds et des mains pour avoir le monitoring. Finalement, le monitoring arrive, parce que ça coûtait très cher à l'époque, c'était pas aussi couru qu'aujourd'hui. mhm, Et là, ce qui est génial avec lui, c'est qu'il a observé. Donc, il a fait deux groupes. Le groupe qui avait accès au monitoring et le groupe qui n'avait pas accès au monitoring. Et donc, il y a un, deux, trois, et puis des centaines, et voilà, et des milliers. Et après, en fait, il prend du recul et il observait. Et il se rendit compte que ça marchait pas forcément mieux avec celle qui avait le monitoring. d'accord. Il dit, mais comment ça se fait? Bah oui, celle qui était avec le monitoring, du coup, elle était beaucoup moins mobile. Donc, beaucoup plus bloquée sur le Ah lit, ben, tu comprends? Et en étant beaucoup plus bloqué sur le lit, tu as moins de mobilité, tu travailles moins la mobilité du bassin, donc forcément, le bébé, la tête du bébé, elle va moins facilement mm, glisser entre les trois détroits du bassin. Et puis voilà, je trouve que c'est génial avec lui, il reste très scientifique, très carré sur ses observations, et c'était vraiment, vraiment intéressant. Après, il y a Ina Maigaskin aussi, qui est une sage-femme, si je me trompe pas, américaine, qui a fait beaucoup de livres sur la physiologie de l'accouchement. Après, en France, il y a Maïti Trelone, qui a fait aussi un bouquin qui était intéressant, qui est J'accouche bientôt, que faire de la douleur? Tu vois, avec le lien justement sur la douleur, sur la gestion de la douleur, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc là, ça, c'est des bouquins qui sont intéressants. ah, Bon, il y en a d'autres, hein, mais d'accord. Déjà, c'est pas mal, hein. oui. Merci pour déjà toutes ces bonnes informations. Tu peux nous dire une moyenne du coût de la consultation Oui, alors auprès d'un ostéopathe? l'ostéopathie, je dirais quand on sort de l'école, la séance elle est de 60 € en général, en moyenne. Après, bien sûr, plus on va s'expérimenter, plus va devenir expert, etc., bah, plus les coûts vont monter. Plus les coûts vont monter aussi en fonction de où tu es. Mm, Paris Centre, ça va être plus cher que bah, dans un petit village et tout ça. ouais, Ça c'est sûr. Ce qui est certain, c'est qu'il y a de plus en plus de mutuelles qui remboursent les frais d'ostéopathie. Donc là, si vous avez une mutuelle, vous contactez votre mutuelle, soit par téléphone, soit vous leur envoyez un mail, vous leur dites, voilà, dans mon contrat, combien j'ai de séances d'ostéopathie remboursées et à hauteur de quel tarif par séance, parce en général, par exemple, ça va être 3 séances par an mm, et à hauteur de 40 ou 50 € par séance d'accord. remboursé. Donc à ce moment-là, vous demandez à l'ostéopathe moi à chaque fois je fais une facture, et puis du coup vous envoyez cette facture directement par mail à la mutuelle et vous Ouais, serez directement dans la semaine remboursé. Donc ça c'est assez pratique. d'accord. Est-ce que tu prescris des ordonnances? Non, ça c'est le médecin qui prescrit les ordonnances. Ok. Donc quand on a besoin de faire une ordonnance, comme je pense une patiente qui est venue ou une patiente enceinte où je voyais qu'elle était crevée, donc tous les signes de l'anémie, et que j'avais été surpris dans la prise de sang précédente que la ferritine, donc c'est pour tester, c'est un des éléments pour tester le fer, n'avait pas du tout été pris en compte. Et en fait, pour moi, c'était clair qu'il y avait sûrement une anémie, et donc j'avais demandé justement à un médecin de faire l'ordonnance pour faire la ferritine, et effectivement, elle était plus bas que bas au niveau fer, Ah oui. et c'est pour ça qu'elle était épuisée, crevée, etc. Donc encore une fois, là tout de suite on a donné les bons compléments qu'il fallait en fer pour pouvoir la booster. Et pareil, ça aussi c'est un petit conseil, c'est de vraiment faire affaire à un spécialiste, parce que aujourd'hui des compléments multivitaminés, il y en Des a plein, tonnes. il y en Mm, a des tonnes, mais tous de qualité différente. C'est-à-dire, par exemple, le magnésium, il y a 10 magnésiums différents qui n'ont pas du tout la même qualité de ces 10 magnésiums. Ensuite, il y a une quantité de magnésium à prendre de base par jour. Si tu prends 50 mg de magnésium et de mauvais magnésium, ça va mm, pas te faire grand-chose, tu vois.
Donc il faut être vraiment bien informé pour ça. Pareil pour le fer et pareil pour les compléments multivitaminés de grossesse qui sont aujourd'hui pas terribles. Et D'accord, bon voilà, faut pas se tromper quoi. d'accord. C'est-à-dire Alors, pas terrible parce que il y a beaucoup sur une dizaine de compléments multivitaminés pour grossesse, oui, bah, sur 10, il y en a que 3 qui vont être pour moi efficace. efficaces, ouais, et corrects, et que dedans il n'y ait pas des colorants, des Mm. nanoparticules, des excipients qui n'ont rien à faire là. C'est incroyable le Il faut nombre bien de se renseigner. Ouais, le nombre de produits. Donc bien se renseigner avec un spécialiste en nutrition. D'accord. Je veux bien préciser là, ils diront pas le contraire. Les gynécos, les obstétriciens ne connaissent rien à la nutrition et à la micronutrition. Donc ils n'ont pas été formés là-dessus, comme moi je peux l'être ou comme peut l'être un diététicien. Donc ça c'est important aussi de le savoir. D'accord. Alors, on arrive en fin de ce podcast. Est-ce Mhm. que tu souhaites partager d'autres infos aux parents qui t'écoutent? Bah, l'info, c'est comme on le disait, de rester curieux et de pas hésiter, et que c'est pas normal d'avoir mal pendant une grossesse, par exemple. Des fois, on dit, ah bah, t'es enceinte, bah, c'est normal que t'aies mal au dos ou quoi. C'est pas normal. Euh, Ne pas hésiter aussi au papa, parce on a peu parlé du papa, mais c'est Oui, important, le rôle du papa ou de l'accompagnant, hein, oui, parce que, voilà. Mais le rôle de l'accompagnant, que ce soit pendant la grossesse, moi j'aime bien montrer à la femme enceinte des petits massages spécifiques que l'accompagnant, que le papa peut mettre en place, qui sont vraiment top, super, et qui font du bien. Donc pour le faire participer et tout ça. Et aussi, les papas, souvent, ils ont des questions. Bah, ouais, mais le jour de l'accouchement, qu'est-ce que je vais devoir faire, oui. etc. Quel Donc ça aussi, contact? Comment tu ouais, poses? comment Oui, se positionner. Et c'est hyper important aussi de les guider, de les rassurer aussi par rapport à ça. Donc pas hésiter à poser des questions et voilà quoi, rester curieux. et vraiment, ce que je retiens, c'est vraiment la curiosité parce qu'on passe à côté de pas mal de choses, en fait. Ouais, c'est ça. Mm. En fait, quand tu te rends compte toutes ces infos-là qu'on n'est pas forcément mis au courant, voilà, il y a tellement de choses qui sont vraiment et qui permettent de. Et en fait, c'est quelque chose de hyper important. Et aujourd'hui, d'ailleurs, les choses changent aussi au niveau enfin, du gouvernement, comme avec les maisons les 1000 premiers jours. Oui, Donc, comme il y a récemment, on a fait avec l'association, avec mon association, le Cercle des Ostéopathes Azuréens, on a fait ouais, l'inauguration ouais, j'ai de vu. la maison des 1000 premiers jours à Mm, Nice, où justement, ça c'est hyper intéressant, où du coup, il y a vraiment le côté, tu sais, prévention, que moi, en fait, ça fait des années que j'ai mis en place avec mes patients et tout, ce côté, on remonte dans le temps, on fait vraiment la prévention dès le préconceptionnel, avec tout ce qui est perturbateur endocrinien, maintenant, de plus en plus, on en parle, voilà, prévention pendant la grossesse, bien s'occuper, etc. Parce que qu'est-ce qui se passe? Bah, on va changer, du coup, l'accouchement, et l'accouchement, c'est quelque chose d'important, et du coup, on va changer avec toute cette prévention, toute cette information, on va changer la vie future de la maman et du bébé. Mais du coup, ça n'a plus rien à voir. mm. Du coup, tu changes le monde, en fait. Tu vois? Complètement. C'est C'est une vrai, phrase forte, mais c'est c'est vrai. vrai. Mm. Tu sais toi-même que ça va pas être pareil si tu as eu un accouchement qui s'est mal passé avec, je sais pas moi, des forceps pour le bébé, il va sortir avec le crâne un peu dévié, avec un torticolis, etc. Ça va être beaucoup plus dur pour lui pour l'allaitement. Du coup, risque que l'allaitement ne se passe pas et que du coup, bah, on passe plus au biberon. Alors du coup, bah, forcément, on sait que c'est moins bien le biberon, mais des fois, c'est pas ce que je veux. Ce que je ne dis pas, c'est qu'il faut absolument faire l'allaitement. Chacun est libre de faire ce Oui, qu'il bien veut. sûr. Mais effectivement, donc ça va être beaucoup plus compliqué pour ce bébé-là qui a eu toutes ces complications à l'accouchement et tout ça, que si bah, l'accouchement il s'est passé facile en 7 pour le premier, C'est en clair. 6 8 heures, Mm. tout a glissé, l'allaitement pouf, il se branche direct, il n'a pas 10 000 tensions, il n'a pas de torticolis, donc l'allaitement se passe bien, donc pour la maman c'est facile, donc moins de culpabilité pour la maman, etc. Et donc là, c'est un bébé qui grandit avec un état de sérénité, la maman elle récupère mieux, etc. Donc tout va bien, donc il y a forcément moins de violence éducative aussi, tu vois, vraiment, c'est quand elle est crevée, etc. Donc du coup, tout le monde est crevé, le papa il est crevé, personne ne dort à la maison. Donc bah, quand tu es crevé, tu sais très bien que tu peux moins bien contrôler tes émotions, même en tant qu'adulte. Et du coup, en contrôlant moins bien tes émotions, et on a tendance parfois, en fonction de comment nous-mêmes on a été éduqués dans notre enfance, à mettre en place des gestes violents, etc. avec le bébé et tout ça. Il faut pas oublier que c'est chaque jour, je crois que non, c'est tous les 5 jours
un enfant meurt des coups de ses parents. C'est tous les 5 jours en France. On est en France, hein, France, pays développé, etc. Un enfant meurt tous les 5 jours des coups de ses parents. Donc c'est terrible d'entendre ça. Donc finalement, tu changes le monde, tu changes la destinée en faisant tout ce Mm. travail de prévention, etc. C'est quand même extraordinaire, je Tout ce trouve. travail de prévention et parfois certaines personnes à un moment donné vont changer aussi. Moi, je pense à mon premier accouchement. C'est vrai que j'ai pas eu le travail de prévention et que je suis arrivée avec une peur, tout ça. Et en plus, je vais même pas te raconter l'accouchement. Je raconterai peut-être un autre moment. Mais ça a été très compliqué et j'ai pas eu la péridurale, mais pas Mm. parce que je le voulais pas, hein. Mm. Les choses ont fait que c'était plus possible. Et là, il y a une sage-femme, même pas, je crois qu'elle était puéricultrice, à ce moment-là, Ah qui ouais, m'a dit ce qu'il fallait. Et ouais, l'accouchement, génial. il s'est passé, mais Et ouais, même moi encore, j'y crois pas, quoi, alors qu'il y a 13 ans, hein. ouais, ouais, Il y a génial. 13 ans. Ouais, ouais. Et je me dis, sans elle, mais qu'est-ce que je serais devenue? Ouais, c'est sûr, Voilà. c'est clair. Et enfin, des fois, voilà, il y a l'accompagnement, je trouve que c'est très important. Très important. Et c'est pour ça, Et c'est je pour mets ça ça que en tu fais place. tout ça, que Ah, tu mais fais oui, ce complètement. podcast pour justement, c'est ça que Parce que je me j'adore suis rendu compte de ça, quoi. chez Cocoon Doré, c'est ça que j'adore, c'est ce côté, voilà, d'informer les couples, des possibilités qu'il y a. Et en fait, après, l'information, une fois que tu l'as, après, tu es libre de choisir oui ou Exactement. non, à droite ou Exactement. pas, je sais pas, mais au moins, tu as eu l'information. C'est ça. Plutôt que de ne pas avoir l'information et après le Et se regretter dire, et te voilà, dire, mince, purée, si j'avais fait ça, c'est etc. ça. C'est ça, complètement. Alors, qu'est-ce que tu veux dire aussi, peut-être, aux futurs ostéopathes qui veulent se former à la périnatalité aussi, comme toi, Ceux qui sont étudiants, ceux qui sont étudiants? bah, chacun est libre de choisir parce que tu sais, tu l'as ou tu le ressens ou tu le ressens pas. Si tu sens que c'est quelque chose qui te plaît et qui t'intéresse, il faut foncer, il faut poser les questions, il faut être curieux et il faut se former et faire plusieurs formations et ne pas hésiter à se former. Je veux dire, on a chaque année la possibilité en tant qu'ostéo d'avoir des formations qui sont remboursées. On a un budget qui est remboursé, bon, sans rentrer dans le détail, mais de se former. Et moi encore aujourd'hui, chaque année, je me fais des formations et je profite de ce budget pour me former, parce que tu apprends toujours, même si des fois il y a des choses que tu sais déjà, tu apprends toujours. Et, euh, et puis, euh, et puis voilà, je sais plus ce que je voulais dire, mais oui, oui, de ne pas hésiter à être curieux, à se former et à y aller si ça t'intéresse. D'accord. Mais Ouais, si ouais, t'es plus côté, je sais pas moi, s'occuper par exemple des personnes âgées, bah fonce, va te former c'est sur la ça. gériatrie, Je vais choisir ensuite voilà, ton ouais, ouais, de expertise. choisir, ouais. Quand parce que tu t'es formé, tu es allé avoir un enfant. Est-ce que ça t'a aidé, du coup, toi, personnellement, quand tu as eu l'enfant? Ah oui, moi clairement, ce que j'ai fait, c'est que je me suis formé à bloc avant d'avoir les enfants. Et D'accord. du coup, moi, c'était extraordinaire. Et en Mmh. plus, autour de moi, j'avais déjà eu plein de copains qui avaient accouché ou qui avaient eu des enfants et pour qui ça s'était pas très bien passé. Et tu sais, du coup, la légende, il dit oui, bah tu verras, il va se passer ci, il va se passer ça, donc t'as un peu des appréhensions. Donc du coup, moi, j'avais tout mis en place. On avait fait un super suivi, etc. Donc c'est de par cette expérience-là aussi ce que j'ai mis en place moi, c'est par cette expérience-là que j'ai eue. Et on avait mis en place et tout ça. Et pour le premier, je m'étais dit oui, pendant l'accouchement, tu sais, il y a des techniques, comme l'exemple de la patiente que je t'ai expliqué, Oui. qu'il faut mettre en place pendant l'accouchement qui sont intéressantes. Je me dis ouais, il faudra peut-être que je fasse ça, que je fasse ça. Et en fait, pour le premier, bah, j'ai rien eu besoin à faire. Mmh. Si ce n'est que juste recevoir dans mes mains le Mmh bébé mh. à naître, mon fils qui est né en premier, qui était extraordinaire, tu vois. D'accord. C'était juste un moment génial à la maison, Par voix basse à la par maison? voie basse, dans la D'accord. sérénité, dans le calme, dans la douceur. Le bébé, il est sorti, il était en train de dormir, tout calme, tout était extraordinaire. Et pareil pour la deuxième. Même si la deuxième, elle est venue un peu plus tard, c'est-à-dire qu'elle a pris son temps. Donc elle est venue 7 jours Ah après ouais, le, après après le le terme. d'accord. À savoir que après terme, c'est pas, par exemple, vendredi c'est le terme. Ben, samedi, c'est pas un dépassement de terme. Il faut pas l'appeler comme ça. Il faut l'appeler un prolongement de terme. Et le prolongement, il dure encore 7 jours après le terme. Ça, c'est le texte. Il y a un texte qui est écrit par la Haute Autorité de Santé française qui dit que 7 jours après le terme, c'est un prolongement de terme. C'est pas pareil de Oui. appeler ça un dépassement ou c'est dépassé, tu vois, Oui. ou un prolongement. Le prolongement est encore physiologique du moment qu'on respecte certains critères, tu vois, et Mmh. qu'on va discuter avec la sage-femme, avec le gynéco, avec l'échographe et tout ça. Ça, je pense, c'est important aussi de le préciser. Et du coup, nous, bah, la petite, elle avait prolongé son terme, mais tout était OK. On avait fait l'échographie, on avait vu que tout était OK, il n'y avait aucun signe d'urgence, et donc on pouvait attendre, et puis elle est venue, pareil, de manière
Je m'étais dit aussi, tu sais, tu avais fait le premier qui était tellement formidable, tu te dis: «Oh, il va sûrement y avoir un truc, le deuxième, c'est pas possible» et cetera. Et en fait, ça arrivait Non. encore mieux, en fait. Ça arrivait encore plus vite et encore mieux, encore plus facile, pour la deuxième. C'était incroyable, c'était génial. Ouais. Ouais. Merci beaucoup. Merci franchement pour, de te livrer comme ça. Ouais, C'est avec c'est plaisir, génial, je trouve. avec plaisir. Voilà, écoute, on en a terminé. Je Super, te remercie Paul, merci à toi. vraiment Merci. et à bientôt. À bientôt. Le podcast Cocoon Doré, c'est l'écoute d'un nouveau professionnel en parentalité le premier dimanche du mois. N'hésitez pas à vous abonner et nous mettre les 5 petites étoiles si vous souhaitez soutenir ce podcast. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine écoute.